Monsieur, mesdames, bonsoir et veuillez bien nous excuser pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Cela dit, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi de retour d'Addis Abeba en Éthiopie où il a pris part à la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À son arrivée à l'aéroport Djori Hamani de Niamey, il a été accueilli à la passerelle par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, avant d'être salué par les présidents des institutions, les membres du gouvernement et les représentants des corps constitués. Oui, en marge des travaux de la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a pris part à une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le chef de l'État a par ailleurs reçu en audience le ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a également reçu en audience le président du Conseil national de transition libyen, M. Aguila Salah Issa, à sa sortie d'audience. Nous nous sommes rencontrés avec le président du Niger. Nous avons réaffirmé les liens de fraternité et d'amitié qui lient nos deux pays. Nous avons aussi considéré que les relations entre les deux pays sont des relations stratégiques et la sécurité du Niger va de pair avec la sécurité libyenne. C'est quelque chose sur lequel nous avons insisté. La situation en Libye est difficile, mais nous sommes heureux que le Niger et notamment son président sont aux côtés du peuple libyen. Il y a des efforts que déploie le Niger pour préserver la sécurité aux frontières nigériennes avec la Libye. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit hier soir Monsieur le Président du Niger quant à la situation au Nigeria. Nous sommes heureux de l'engagement du Niger par rapport à la question du terrorisme dans laquelle nous nous sommes ensemble engagés. Suite à la décision rendue par le tribunal de grande instance hors classe du Niamey qui s'est déclaré incompétent relativement à l'affaire dite de bébés importés, le procureur adjoint de la République a accordé un point de presse dans lequel il a tenu à apporter d'amples explications sur cette décision. M. Samna a indiqué que la liberté provisoire n'est pas synonyme de relaxation totale et peuvent être repris à tout moment. Il vous souvient que le 2 janvier passé s'est tenue la première audience relativement à cette affaire dite de supposition d'enfants. Et au cours de cette audience, les avocats des personnes impliquées ont soulevé un certain nombre d'exceptions, notamment des exceptions d'incompétence. Incompétence sur la base d'une disposition de droit civil, du Code civil, notamment l'article 327,
Incompétence également du fait que les enfants sont nés au Nigeria, donc c'est le juge du Nigeria qui était compétent. Alors, je vous dis tout de suite que c'est tout à fait normal, c'est dans le cours normal des procédures, parce que en matière de droit, il y a les questions de procédure, il y a les questions de fond. Donc c'est vraiment tout à fait normal. Et de toute façon, on s'attendait à une décision, ou bien de compétence, ou bien d'incompétence. Mais pour vous dire franchement, moi je préfère encore la décision d'incompétence. Parce que si le tribunal se déclarait compétent, c'est les avocats des personnes impliquées qui allaient relever appel. Vous imaginez bien que nous sommes en fait comme dans une sorte d'arène de lutte, où les lutteurs ne veulent pas venir de l'arène. À chaque sifflet de l'arbitre, il dit « Attendez, je dois arranger ma ceinture, attendez, je dois retrousser mes manches pour ne pas venir de l'arène ». Nous sommes exactement dans cette situation. Donc pour vous dire vraiment, sincèrement, ce que je pense, c'est que cette question d'incompétence nous arrange mieux, parce que là, c'est à nous de faire les diligences pour faire appel. Et le parquet a systématiquement relevé appel. Et nous avons déjà l'acte d'appel ici. Et je puis vous dire que dès le lundi, le dossier va remonter au niveau de la cour d'appel. Et rassurez-vous, ce ne serait pas sur une charrette. Donc la cour d'appel va incessamment être saisie. Et du reste, je tiens à préciser que la cour d'appel a déjà été saisie de cette question de compétence. Et elle a rendu une décision dans laquelle elle a rejeté la demande d'incompétence qui avait été adressée à l'époque par les avocats des personnes impliquées, notamment la chambre d'accusation. Donc c'est pour vous dire que c'est une situation tout à fait normale. C'est une question de procédure. Nous allons, notre souci, c'est justement pour ça que nous avons programmé le dossier très rapidement, parce qu'en tenant compte de ces questions de procédure et surtout de ces questions de dilatoire, parce que tout ce qu'on cherche, c'est de ne pas aller au fond. Eh bien, nous allons aller au fond, nous allons purger cette question de compétence dès la semaine prochaine. Nous allons l'envoyer à la cour d'appel et nous allons revenir au niveau de l'arène. Donc c'est ce que je viens à vous expliquer, parce que on a entendu ici et là que les poursuites sont abandonnées. Il n'en est rien du tout. C'est dans l'ordre normal des procédures. C'est la procédure qui est ainsi. À chaque fois qu'un plaideur soulève l'incompétence d'une juridiction, donc la juridiction, il est tout à fait normal que la personne qui estime que la juridiction est compétente a le pouvoir, en application des articles 482 et suivants du Code de procédure pénale, de relever appel. C'est dans le moment des choses. Il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de situations où le tribunal s'est déclaré incompétent, où la cour d'appel a infirmé parce qu'elle a expliqué que non, il est compétent. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que si la cour d'appel, par rapport aux éléments que nous allons développer, que nous avons développés, que nous allons développer pour montrer que le tribunal correctionnel est compétent, parce qu'il est saisi d'une infraction, jusqu'à preuve du contraire, il est saisi d'une infraction qui est prévue et punie par le code pénal. Lorsque nous allons démontrer, dans le rapport d'appel que nous avons déjà élaboré, nous allons démontrer que le tribunal correctionnel est effectivement compétent. Et là, nous allons, certainement que la juridiction supérieure va nous renvoyer sur les questions de fond et nous allons revenir de l'arène. Donc retenez que, de façon succincte, c'est que nous sommes en face de plaideurs ou de lutteurs qui ne veulent pas venir de l'arène et qui soulèvent des questions de compétences et des questions du moins de dilatoire, mais que nous allons finir par revenir de l'arène. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Une autre affaire qui défraie la chronique, c'est l'affaire des événements survenus les 16, 17 et 18 janvier dernier dans notre pays. Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités et les personnes déjà poursuivies et inculpées de l'affaire et qui jouissent d'une liberté provisoire peuvent à tout moment être entendues par la justice. C'est la principale information qui ressort du point de presse tenu cet après-midi par le procureur de la République, Boukari Sali Ibrahim. Un extrait de ce point de presse. Bien, donc ce point de presse est relatif aux événements
qui se sont déroulés les 17 et 18 janvier 2015, ici même à Niamey. Et il vous souviendra que pendant ces 2 journées d'émeutes et de violences, nous avons enregistré très malheureusement des pertes en vie humaine, d'importants dégâts matériels, des actes de vandalisme perpétrés par les manifestants, saccagé des lieux de culte, des bâtiments et édifices publics et privés, et que suite à ces manifestations, un certain nombre de personnes avaient été interpellées. Au niveau pour ce qui concerne les manifestations du 17 janvier 2015, au total, 113 personnes ont été poursuivies. Elles ont été inculpées et envoyées devant le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information naturellement. Au nombre de ces personnes, nous avons 69 qui ont été placés sous mandat de dépôt. 44 autres ont été mis à liberté provisoire par le juge d'instruction. Donc, en ce qui concerne les manifestations du lendemain, du 18 également, 41 personnes ont été interpellées et toutes ces personnes ont été laissées à liberté provisoire par le juge saisi du dossier. À ces personnes, il faut ajouter aussi le cas des mineurs qui sont au nombre de 12, qui également été confiés au cabinet du juge des mineurs, qui les a inculpés et laissés à liberté provisoire. À ce niveau, il faut rappeler une chose, le fait qu'il y ait eu toute cette vague de personnes mises à liberté provisoire, cela ne veut nullement dire que le dossier est clos, on ne va plus rendre justice à tous ceux qui ont été victimes de ces actes de barbarie et de vandalisme. Loin de nous cette idée. C'est vrai, dans le réquisitoire du ministère public par rapport à ces événements, nous avons relevé la gravité des actes qui sont d'ailleurs de nature criminelle. Et ensuite, le trouble persistant et exceptionnel à l'ordre public causé par ces manifestations. Et sur cette base, nous avons requis le placement sous mandat de dépôt de toutes les personnes interpellées. Donc, ces personnes laissées à liberté provisoire, dans tous les cas, l'instruction continue au niveau du juge. Maintenant, une commission rogatoire a été, sur la base de la commission rogatoire, nous avons également saisi le juge d'instruction pour continuer les investigations. Et sur cette base, des personnes continuent à être interpellées sur la base des éléments, des images, des films qu'on a pu avoir, ou bien des personnes interpellées qui dénoncent d'autres avec lesquels ils ont participé à ces actes. Donc les arrestations continuent. On ne va pas s'arrêter à ce niveau. Par ailleurs, en ce qui concerne les personnes laissées à liberté provisoire, il faut rappeler que l'article 137 du Code de procédure pénale dispose qu'après la mise à liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction peut décerner un nouveau mandat. Ce qui veut dire en clair que même les personnes laissées à liberté provisoire ne sont pas à l'abri d'autres arrestations par le juge d'instruction sur la base de nouveaux éléments qui sont en train de nous parvenir, que tout un chacun quand même a pu visionner sur les images de la télévision, dans les journaux, etc., etc.
En tout cas, c'est des événements sans précédent que nous avons vécus. Et c'est la première fois d'ailleurs, moi je dirais, qu'on a assisté à ce genre d'actes ici dans notre pays. Et nous n'allons pas rester les bras croisés. Les personnes poursuivies et déclarées coupables répondront de leurs actes devant les juridictions conformément aux lois et règlements en vigueur. Merci. En rapport justement avec ces événements, les journalistes sur le terrain ont recueilli des images troublantes impliquant des hommes politiques. Moussa Aksar, directeur de publication du journal Événement, dit ne pas comprendre la libération par le juge des auteurs de ces méfaits gravissimes, alors que d'autres Nigériens accusés pour les mêmes faits continuent à croupir en prison. Vous savez, après l'écran noir, après le bandeau noir, nous avons jugé utile de faire une autre page noire pour dénoncer la liberté accordée à certaines personnalités qui ont été prises la main dans le sac en flagrant délit et au cours des événements qui ont endeuillé le peuple nigérien. C'est notre conception, c'est notre façon de voir pour que demain la justice ne mette pas ces gens-là, ces personnalités qui sont présumées impliquées, puisque là c'est l'évidence, c'est même pas qu'elles sont, parce que là les images parlent d'elles-mêmes et nous sommes obligés de dénoncer cette liberté provisoire accordée à ces personnes qui étaient en train de mettre le feu à leur propre pays. Vous avez sur cette image le sieur Soumana Sanda. Soumana Sanda, qui fut ancien ministre, qui fut quand même dirigeant de ce pays-là. Et vous le voyez là sur ces images en train de manifester et d'essayer de créer la chienlit avec ses camarades, là vous le voyez sur ces images. Et nous avons l'ancien ministre, Youba Diallo, quand même, qui a enseigné le droit à la fac, à l'université de Niamey, qui est censé connaître ce que c'est qu'une manifestation interdite. Alors vous le voyez sur cette image avec les badauds, en train de mettre le feu aussi à son propre pays. Et ces gens-là, sur la seconde image, le même Youba, après avoir mis le feu de l'autre côté, il revient. Là, il est en train de narguer des policiers qui sont en train de faire leur travail de maintien de l'ordre. Et il prend le projectile là, vous le voyez, il le prend, il le lance aux policiers. Voilà comment se comportent certaines personnalités qui ont dirigé ce pays-là. C'est pour cela que nous disons qu'il faudrait que la justice fasse son travail et fasse beaucoup attention, car ces événements-là peuvent nous amener loin s'ils ne sont pas châtiés. Et je dois dire que le maître même à liberté s'est défié le président de la République qui a demandé à ce que ces personnes, tous ceux qui sont impliqués dans ces événements, soient châtiés. C'est bien vrai, les gens vont dire que c'est des images montées. Et nous défions n'importe qui. Celui qui se sent lésé dans ce que nous venons de dire, de porter plainte auprès du tribunal. On parle que c'est des images de Tazar, c'est faux. Et là, vous voyez, autant de Tazar, il n'y a pas de switch on. Sur cette image-là, elle est là, elle est claire. Il n'y a pas l'immatriculation 8N. C'est des images récentes. Et si ces personnalités-là se sentent lésées, je le répète, nous avons un palmarès, donc qu'elles portent plainte devant les tribunaux. Tout ce qui nous intéresse toujours, c'est les faits. Un journaliste, c'est toujours les faits. Et aujourd'hui, ces faits-là, ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Et dans notre journal, nous avons l'habitude de publier en facsimilé des documents pour prouver la véracité de ce que nous avançons. Et quand nous parlons d'évidence, c'est que personne, aujourd'hui au Niger, ne puisse comprendre que des personnalités qui ont dirigé le pays, dont les images sont là, vous les voyez, soient mises en liberté. Et c'est pour cela que j'ai dit que nous sommes tous en insécurité. Il ne faut pas que cette insécurité nous amène vraiment au chaos.
Sur le même registre, point de presse ce matin de la directrice du cabinet du Premier ministre sur la gestion des événements malheureux survenus dans notre pays les 16 et 17 janvier 2015 ayant occasionné des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Il était question pour Mme Kane Aïchatou Boulama d'informer l'opinion publique sur les actions que mène le gouvernement dans le cadre de la gestion de ces événements. En toute responsabilité, les autorités du Niger, à tous les niveaux, national, régional ou local, et sans répit, ont fait face à la situation. Les plus hautes autorités du pays ont fait des consultations, effectué des rencontres, des visites, mis en place un comité ad hoc, donné des directives pour la prise en charge des victimes. Certes, beaucoup d'activités sont méconnues du public, pas par défaut de communication, mais à la demande des victimes elles-mêmes, et aussi et surtout pour préserver leur dignité. En matière de communication, les oulémas et la communauté chrétienne ont été rencontrés à la fois et tour à tour par le président de la République et par le Premier ministre. Le gouvernement leur rend hommage et les remercie pour cette inestimable contribution à l'apaisement et au retour à la sérénité. Un comité de crise composé de membres du cabinet du Premier ministre et de représentants de la communauté chrétienne a été immédiatement mis en place après la rencontre du 17 janvier pour gérer les conséquences des actes posés. Le comité s'est immédiatement mis au travail pendant que le Premier ministre est allé visiter les sites incendiés en compagnie des dirigeants de la communauté chrétienne et du gouverneur de Niamey. Donc le comité de crise a eu des activités. Il s'est mis à pied d'œuvre dès le 17 janvier dans l'après-midi. Et il a eu des activités qui sont axées principalement sur la sécurité et sur le volet humanitaire. Pour ce qui concerne la sécurité, notre objectif était de sécuriser tous les lieux menacés. Et ceci se faisait au fur et à mesure que nos informations nous parvenaient. Nous répercutons l'information aux autorités aux autorités des forces de défense et de sécurité et les mesures sont prises immédiatement. Et cette veille-là, elle continue jusqu'à présent. Sur le plan humanitaire, au total, à Zender et à Niamey, nous avons eu à assister 660 personnes. 308 à Zender et 352 à Niamey. Donc notre objectif, c'était d'abord de trouver des sites d'hébergement sécurisés pour les victimes. À Niamey, par exemple, ça a été le camp de la gendarmerie pour les enfants de l'orphelinat. Ça a été le centre d'instruction de la garde nationale pour toutes les victimes qui ont eu leur maison brûlée suite aux incendies des lieux du culte. Et ça a été aussi les familles d'accueil. On a aussi mobilisé la logistique à travers les FDS. Et donc 5 bus ont été mobilisés à Niamey la nuit même pour pouvoir transporter les victimes. Et pour ce qui concerne Zender, nous avons eu à mobiliser donc en matière logistique 4 ou 5 tentes de l'armée pour les transporter à Zender pour héberger les personnes qui étaient dans le camp. La protection civile a été mobilisée, la Croix-Rouge a été mobilisée pour encadrer l'opération et permettre donc aux personnes d'être installées dans de très bonnes conditions. Il y a eu une assistance non alimentaire qui est composée de matelas, de couvertures, de nattes, de moustiquaires, seaux, ustensiles de cuisine. On a même construit des latrines dans le camp militaire des Zender pour améliorer les conditions de séjour des personnes qui étaient là. En matière d'assistance alimentaire, il a été remis à chaque individu victime, chaque victime 5 000 francs par jour et par personne. Et à Zender, nous avons un stock de riz que nous avons mis à la disposition des personnes qui étaient dans le camp. Nous avons également sécurisé le transport de 137 personnes qui étaient à Zender et qui voulaient vraiment rentrer, c'est des étrangers, ils voulaient rentrer chez eux. Nous avons sécurisé leur transport de Zender à Niamey
et parmi eux, une partie a regagné leur pays. Donc c'est pour dire que le comité est toujours en activité et il est attentif pour mener des activités pour juguler définitivement les conséquences des actes posés. Le gouvernement a fait tout ce qu'il devrait faire sur le plan humanitaire parce que c'est son devoir de faire, mais les Nigériens également, musulmans ou pas, ont réagi spontanément et solidairement pour venir en aide à leurs frères chrétiens. Évidemment, le comité continue son travail et en temps, le gouvernement a pris une décision. Suite à l'examen de cette situation, le gouvernement a décidé d'aider à la reconstruction des édifices détruits. Et une évaluation est déjà d'ailleurs en cours par les soins du ministère de l'Urbanisme. Les appuis humanitaires vont se poursuivre également. Et ces appuis humanitaires vont se poursuivre à travers une assistance alimentaire qu'on va continuer. Nous allons faire des appuis au relogement pour les victimes qui ont perdu leur maison pendant 3 mois. Nous allons reconstituer les kits scolaires des enfants qui ont perdu tout leur matériel scolaire. Et nous allons mettre en place un soutien psychologique pour que nous puissions ensemble, nous tous, juguler le traumatisme qui a été occasionné par ces événements. À l'instar donc de cette solidarité spontanée dont je vous parlais tantôt, qui s'est manifestée sur le plan humanitaire, le gouvernement lance un appel à la solidarité nationale, à la solidarité internationale pour qu'un appui humanitaire conséquent puisse être apporté à notre communauté chrétienne. Et pour changer de registre, retour sur la participation du chef de l'État à la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le Niger sort grandi de ce sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba. En effet, notre pays a été désigné pour organiser le 33e sommet de l'UA en 2019. Commentaire Moussa Yaya. La 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, à laquelle le président de la République Issoufou Mahamadou a pris part à Addis Abeba, vient de confier une mission de la plus haute importance à notre pays. En effet, elle confie au Niger l'organisation de la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État africains en juin-juillet 2019, ce qui est un succès diplomatique inédit pour notre pays, donc une preuve de la crédibilité de nos autorités et de nos institutions sous la houlette du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui n'a ménagé ni son temps ni son énergie pour donner au Niger la place qui lui convient dans le concert des nations. C'est à la fois la consécration d'un processus entamé dès le lendemain de l'investiture du président Issoufou et d'autre part un défi énorme que les Nigériens sont appelés à relever, car c'est la première fois depuis son indépendance qu'une telle tâche est confiée à notre pays. Un défi pour lequel le pays doit être soudé et fort et se préparer dans le long terme afin d'honorer l'accueil de plus de 4000 délégués et pas moins de 53 chefs d'État africains et même venant d'autres continents. Et comme vous le savez déjà, la première dame, Dr Malika Issoufou, était du 25 au 27 janvier dernier à Alger, la capitale algérienne, pour une visite officielle. Après les échanges qu'elle a eus avec les autorités et autres partenaires, l'épouse du chef de l'État a effectué plusieurs visites à Alger et en région. De la capitale algérienne, outre les échanges autour des déjeuners et des dîners organisés en son honneur, la première dame, Dr Malika Issoufou, a effectué plusieurs visites tant à Alger qu'en région. Tout d'abord, la wilaya de Tipaza, où elle a été accueillie par les autorités régionales. L'épouse du chef de l'État qu'accompagne la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a visité le musée national de Cherchel. Créé en 1908, ce musée, classé patrimoine immatériel mondial, comporte la plus grande collection des statues de l'Afrique du Nord, symbolisant la vie quotidienne des Romains de l'époque.
Le musée des ruines de Tipaza, qui présente une collection de vestiges relatifs à la vie civile et religieuse, et le musée public national des beaux-arts, érigé en 1927 et qui de nos jours dispose de plus de 8000 œuvres, ont également reçu la visite de la première dame. Ainsi, après la visite des différents box et les explications reçues sur l'historique des expositions, Dr Malika Issoufou a marqué son passage par la remise des tableaux de l'artisanat nigérien et la signature des livres d'or de ces sites historiques algériens. Autre lieu visité pendant son séjour à Alger, le Centre national d'accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bou Ismaël. Inauguré en 1998, ce centre est placé sous la tutelle du ministère algérien de la Famille et de la Condition de la Femme. Avec une capacité d'accueil de 100 pensionnaires, ce centre assure temporairement l'accueil, l'hébergement et la prise en charge médico, socio-psychologique et psychiatrique des femmes victimes de violences et ou en difficulté. Ainsi, celles admises dans ce centre reçoivent des formations dans différents métiers, notamment en alphabétisation, en couture broderie, en informatique, en art culinaire, entre autres. Pour madame, la première dame du Niger, elle vient de voir l'expérience algérienne. Je lui ai parlé de l'expérience algérienne dans le travail de la solidarité sociale. Et on a parlé justement de l'expérience algérienne pendant la décennie noire. Et on lui a démontré qu'on a fait un très grand travail avec la société civile, avec les femmes surtout. Et on a pu concrétiser et insérer des femmes et concrétiser un programme, mettre en place un programme très fort de solidarité, un programme social très très fort. Et c'est ce programme qui consolide toutes les couches algériennes, qui travaille pour cette stabilité algérienne et cette sérénité qu'on doit garder surtout pendant plusieurs décennies encore. On a besoin de cette sérénité, de cette stabilité, de cette sécurité. En visitant ce centre, la première dame, Dr Malika Issoufou, qui a toujours œuvré pour le bien-être de la femme et de l'enfant, a salué cette initiative de l'État algérien qui vise à mettre la femme à l'abri des problèmes de la rue. Je suis vraiment impressionnée par cette élan de solidarité qui existe entre les couches sociales algériennes. Je trouve que l'État algérien a fait un énorme effort par rapport à tout ça, là, aux filles, aux femmes en détresse, à tout ce que j'ai vu depuis hier, aujourd'hui. Je trouve ça formidable. Au niveau de ce centre également, le passage de la première dame a été immortalisé par une séance de plantation d'arbres. Arbres qui plus tard donneront de l'ombrage qui contribuera sans nul doute à donner plus de vie à ce centre au grand bonheur de la femme.